L'histoire de Greg Cavalli. J'ai récemment rencontré un monsieur qui m'a inspiré. Son nom est Greg Cavalli. Ci-dessous, son histoire est relatée. Les noms des médecins et des universitaires ont été modifiés en raison de procédures judiciaires potentielles. Ce sont ses propres mots. Mon nom est Grégory Cavalli. Autour du 15 octobre, j'ai été diagnostiqué d'un cancer épidermoïde par un spécialiste local. Après examen, le docteur Smith a indiqué de combien la croissance était, voulant même me faire un devis sur la zone de la croissance. Il a immédiatement eu envie de faire une biopsie, sur laquelle j'ai fait valoir mon acceptation. Elle est revenue positive. J'ai décidé d'obtenir un deuxième avis auprès d'une organisation plus importante. J'ai appelé le directeur général et chef du personnel de l'USA Université, le Dr Jones, et ai mis en place un rendez-vous avec lui. Je l'ai rencontré, lui et son personnel, au début, et il a déclaré à l'origine, après un examen au microscope, et un examen borascopique, que la croissance était très faible, et pourrait être traitée uniquement avec des rayonnements minimes. Peu de temps après qu'un autre médecin, Dr Reed, entra pour m'examiner et me parler. Il avait une approche très différente, qui était une chirurgie de 16 heures, qui consistait à couper la tumeur, avec un fractionnement de la mâchoire, les graphiques de la peau, et certains réattachements simples des nerfs. Il m'a dit que si je ne subissais pas d'intervention chirurgicale, alors, je n'avais plus que peu de temps à vivre. À cette heure de la consultation, le docteur Reed a déclaré que ce type de cancer est curable, et qu'il serait en mesure d'enlever la tumeur sans aucun problème, et je serais alors capable de vivre ma vie, comme beaucoup d'autres de ses patients. Selon lui, la plus douloureuse et la plus mauvaise partie du processus, serait le graphisme de la peau, mais qui ne serait pas vraiment douloureux. En plus de cela, il a dit que je ne serais à l'hôpital que pendant environ une semaine, et après que je pourrais rentrer à la maison et récupérer très bien. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'étais très actif et en très bonne forme physique. Sous les auspices qu'il ne ferait que supprimer une très petite partie de ma langue, et que le temps de récupération serait minime, je leur permis d'opérer sur moi. Ils n'ont eu mon IRM ou scanner que quelques heures avant la chirurgie, ce qui m'avait intéressé. Si ce n'était pas pour mes efforts et ma constante pression, ils ne les ont jamais reçus ou ont-ils eu la chance de les examiner? Puis, j'ai été emmené à la salle d'opération. Êtes-vous prêt pour cela? Sans que je sache où ils consentent, au cours de la chirurgie, ils ont enlevé plus de 80% de ma langue, ont coupé vers mon cou, mes avant-bras, et ont endommagé ma jambe. Ni le docteur Reed ni le docteur Jones n'ont jamais dit que ma faculté de parler et ma capacité de manger ne seraient plus les mêmes, sans parler du fait de la presque complète disparition de la première. Quand j'ai demandé à monsieur Reed pourquoi, il n'a jamais divulgué le fait que je perdrais ma langue entière, et que je ne serais plus jamais capable de manger ou d'avoir debout, ou de parler à nouveau normalement. Sa réponse fut « Je suis désolé, monsieur Cavalli, si je ne vous ai pas informé de ces facteurs. Je trouve cela inacceptable et inexcusable. Comme conséquence directe de cette chirurgie, à laquelle je n'étais pas consentant, je ne serai plus jamais capable de mâcher ou de mordre dans tout type d'aliments. Je ne pourrai plus jamais avoir le goût des aliments roux, je ne serai plus jamais capable de parler ou de chanter à mes enfants. Vous ne pouvez pas être sûr de ne jamais être capable de manger ou de parler à nouveau. Ils m'ont promis qu'ils ne supprimeraient pas les muscles de mon cou. Ce fut l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé un deuxième avis, qui était de ne pas enlever les muscles de mon cou. Sur l'auto-examen, j'ai découvert qu'ils avaient en effet supprimé les muscles de mon cou. J'étais en état de choc total, car ils disaient qu'ils ne le feraient pas. Regardez l'image qui a été prise juste après la chirurgie, et vous pouvez voir clairement l'incision dans le cou. J'avais l'habitude d'être un grand orateur, et gagnais ma vie en communiquant avec les gens. J'ai 2 beaux enfants en bas âge, et un autre sur le chemin. Pour dire le moins, j'ai beaucoup pleuré à la maison avec ma famille. En plus de cela, je ne serai plus jamais en mesure de donner des leçons, ou de parler de mon domaine d'expertise, qui est l'archéologie, la science et la recherche. Je suis très préoccupé. Mais j'essaie de garder une attitude positive, et suis prêt à travailler très dur, et à faire ce qu'il faut pour surmonter cette catastrophe médicale. Je n'aurais jamais accepté la chirurgie, si on m'avait dit que je perdrais ma capacité à manger et à parler. Je sais que j'aurais pu profiter de nombreuses autres procédures. Ils ont fait une grosse affaire en me disant qu'ils guérissaient et effectuaient cette opération sur toutes les célébrités et politiciens à Beverly Hills et à travers le pays. Quand je regarde en arrière,
Je me sens comme s'ils avaient vraiment essayé de me vendre la chirurgie, ce qui est très très cher. Je me sens comme s'ils avaient complètement profité de moi à travers la divulgation des effets de la chirurgie et des procédures, afin de remplir la négligence et les tactiques de peur, en me disant que j'avais très peu de temps à vivre. Tout cela est purement fait pour des raisons financières. En outre, juste avant ma chirurgie, le médecin m'a fait signer un formulaire, qui je crois a été fait au cas où ils auraient été confrontés à une décision d'urgence, ou quelque chose qui aurait nécessité une intervention d'urgence au sujet de mon intervention chirurgicale, ou d'une expérience qui change la vie au possible. Dans cette situation, ils étaient tenus de contacter un parent ou tuteur légal, qui serait capable de leur donner l'autorisation, puisque je serais inconscient lors de l'anesthésie, et ne serais pas en mesure d'y répondre. Ils ont rompu cet accord et se sont mis à couper plus de 80% de ma langue sans consulter mon tuteur légal ou moi-même. Si moi ou mon tuteur légal avait été informé que leur intention était d'enlever plus de 80% de ma langue, nous aurions absolument rejeté cette demande et aurions dit non. Combien de personnes accepteraient cette chirurgie, si elles savaient qu'elles ne seraient plus jamais en mesure de manger ou de parler à nouveau? Probablement très peu, voire n'importe qui. Et cela explique pourquoi ils ne veulent expliquer ou divulguer tous les effets de ces interventions chirurgicales. Ce serait aussi une incidence sur leurs revenus, et le revenu des institutions ainsi c'est, ce qui explique la raison de ne pas le dire aux patients, qui font confiance à leurs médecins, surtout quand on considère le montant de l'argent qui est en jeu pour les médecins et les hôpitaux. Je crois que cette tactique de mafia médicale est inacceptable, surtout quand je pense à tous les enfants sans méfiance, mère, père, grand-mère, grand-père et d'autres qui n'ont aucune idée de ce qui est à venir, et ne sont pas correctement informés. Lors de ma dernière journée à l'hôpital, alors que j'étais allongé là, sans la langue et avec des incisions dans le cou, le poignet et la jambe, l'évier était en maintenance et attendait un plombier pour la réparation. J'étais frappé d'incapacité dans le lit, et tout d'un coup sans aucune mise en garde, l'épuration a commencé à vomir de l'évier, sur moi et sur les murs de l'hôpital et sur l'équipement, et a continué ainsi pendant environ 45 minutes. Seulement je ne pouvais obtenir à peine plus de courir pour m'abriter et tenter de protéger l'ensemble de mes plaies ouvertes, afin qu'elles ne soient infectées. Lorsqu'une infirmière est enfin arrivée, elle était sous le choc de la situation, et les eaux d'égout crachaient de partout, dans la pièce et sur le matériel. Je n'arrive toujours pas à croire qu'aucun des médecins ne m'ont dit que je courais le risque de perdre presque toute ma langue. La plupart des gens qui reçoivent cette opération ne parleront plus jamais et meurent en raison d'une mauvaise nutrition, parce qu'ils ne sont plus en mesure de manger. Plus tard, j'ai appris cela par les médecins eux-mêmes et par des chercheurs. Si j'avais su, je n'aurais absolument pas reçu cette chirurgie, et aurais envisagé une autre alternative.